Bonjour à tous, je suis Emmanuelle Hugo, je suis déléguée territoriale pour Digital League et je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire dédié à l'IA et l'industrie. Donc ce webinaire rentre dans un cadre, dans un cycle de webinaires qu'on a organisé chez Digital League qui s'appelle les rendez-vous de l'IA. On en a déjà fait 2 avec Lucas. Et aujourd'hui, donc, on fait ce webinaire avec Ludimec. On est ravis d'accueillir Ludimec et je remercie Elon Henry notamment nous avoir permis d'organiser ce webinaire. Donc pour l'instant, je voulais... Alors, pardon, excusez-moi, je faisais 2 choses en même temps. Voilà, ce webinaire donc est dédié à l'IA et l'industrie. Et avant de passer la parole à Lucas, voilà, je voulais rappeler 2 mots sur Digital League et sur Ludimec. Donc, Digital League, c'est le cluster des entreprises du numérique en région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on représente l'ensemble des entreprises de ce secteur, voilà, avec des adhérents. Plein d'adhérents dans toute la région. Et moi, donc, je m'occupe particulièrement du territoire de l'Isère. Ma collègue Audrey Lecomte, qui s'occupe des Deux-Savoie, est là aussi. C'est elle qui est en charge de modérer le chat et puis de gérer les questions et les réponses. Et ça sera aussi notre timekeeper. Et concernant Ludimec, peut-être qu'il y a des entreprises qui sont ici qui ne connaissent pas Ludimec. C'est une union d'entrepreneurs qui regroupe et fédère plus de 600 entreprises en Isère et dans les Hautes-Alpes, et dans les domaines très variés, du nucléaire, de la construction métallique, des équipements électriques et électroniques. Donc voilà, c'est un bon représentant de l'industrie. Mais là, je propose qu'on attaque directement avec toi, Lucas. Donc Lucas, c'est le CEO de Neovision, qui est un bureau d'études et de conseil et d'ingénierie en IA. Voilà, à toi Lucas. Bonjour, merci Emmanuel pour la présentation. Je vais vous parler aujourd'hui de l'IA dans le domaine de l'industrie, donc avec ses particularités. N'hésitez pas, comme on l'a dit, à poser vos questions et on y répondra, je pense, au fur et à mesure ou à la fin de chaque partie. Donc aujourd'hui, le titre de notre webinaire, Propulser nos entreprises industrielles grâce à l'IA. Je vais donc déjà vous présenter un peu ma société, qui je suis. Vous parler un peu des spécificités. Enfin, d'abord, qu'est-ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle? Je vais l'aborder assez rapidement parce qu'on a déjà fait un webinaire sur la démystification de l'intelligence artificielle qu'on vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu, pour aller plus dans le détail, qui est assez vulgarisé, qui reprend un peu en détail ce que c'est l'IA, mais je reparcourrai rapidement aujourd'hui quand même quelques notions clés. Assez rapidement, du coup, j'irai sur les spécificités de l'IA en industrie, notamment sur les données et sur en quoi dans l'industrie on est dans un domaine un peu différent des autres domaines classiques où on utilise l'intelligence artificielle, en particulier les domaines où il y a beaucoup d'utilisateurs avec le web notamment. Je parlerai de quelques dernières applications là, sur les 2 dernières années de l'IA en industrie, un peu pour vous illustrer les dernières applications, les dernières avancées qu'on a pu faire concrètement avec de l'intelligence artificielle. Et puis après, je ferai des retours d'expérience concrets de projets qu'on a réalisés donc à Neovision en intelligence artificielle en industrie. Donc, à qui je suis ingénieur NCMag, une école d'informatique et de mathématiques appliquées. J'ai travaillé comme ingénieur R&D à INRIA sur des sujets de robotique sociale, de bâtiments autonomes et aussi de détection d'émotions. Voilà, donc j'ai travaillé sur les premiers algorithmes, on va dire, de machine learning et deep learning, donc je vous présenterai rapidement tout à l'heure, dans ce labo. Et ensuite, j'ai cofondé en 2014 Neovision, avec 2 associés de l'ANSIMAG et dont un qui travaillait avec moi à l'INRIA. Je suis consultant logiciel aussi pour Minalogic, pour le pôle de compétitivité, notamment logiciel en Auvergne-Rhône-Alpes, pour tout ce qui est transfert technologique entre les labos et les entreprises. Je suis aussi consultant en IA pour BPI France, pour aider les PME et les ETI à innover grâce à leurs données et grâce à l'intelligence artificielle. Voilà, et il y a aussi MIAI, qui est un institut interdisciplinaire en intelligence artificielle qui est à Grenoble et dont j'ai la chance d'être au comité stratégique depuis 1 an maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, comme tu l'as dit, on est une société d'expertise en intelligence artificielle, composée essentiellement d'ingénieurs et de docteurs qui sont experts en intelligence artificielle, donc en mathématiques et en informatique.
Nos domaines d'expertise, donc c'est le deep learning et le machine learning. Normalement, vous avez déjà quelques notions de ce que c'est, mais je représenterai ça rapidement tout à l'heure. Et on l'applique à l'analyse d'images, comprendre ce qu'il y a sur des images, des vidéos, l'analyse de texte, comprendre, extraire automatiquement des informations d'un document, par exemple, savoir que le mot orange veut dire une couleur, une entreprise ou une ville en fonction du contexte qu'il y a dans le document. Donc structurer des documents qui sont non structurés. Généralement, c'est ça l'objectif. L'analyse prédictive, donc prédire le futur à partir du passé. Je vous montrerai quelques exemples dans ma présentation. Et la recherche opérationnelle, c'est tout ce qui est optimisation sous contrainte, donc pouvoir, dans le domaine notamment industriel, optimiser des chaînes de production, ou optimiser la logistique par exemple. Donc, et qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc on aide nos clients à définir leurs besoins et on va jusqu'à une solution intégrée, des solutions qui sont sur mesure donc, et clés en main pour nos clients. Pour ça, différentes étapes dans un projet. Une première étape de diagnostic où on analyse et on discute avec nos clients sur les cas d'usage et sur les données à disposition. Identification des cas d'usage et des retours sur investissement pour la société. Dès qu'on a un ROI identifié, on va sur de l'étude, du prototypage pour que nos clients puissent tester les technologies. Ensuite, on a de fortes compétences en optimisation pour faire en sorte, vous verrez, en intelligence artificielle, il y a besoin de beaucoup de mémoire, beaucoup de calculs. Donc comment faire en sorte que ça soit rapide, notamment quand on est sur une chaîne de production, par exemple, atteindre les cadences souhaitées. Mais aussi, il y a des contraintes mémoire, puisqu'en intelligence artificielle, on a besoin de beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations, je vais dire ça comme ça. Et donc, la mémoire est on va dire, une pierre angulaire pour l'optimisation en intelligence artificielle. Ensuite, il y a l'intégration, faire en sorte que ça soit connecté aux différents systèmes, aux automates, aux systèmes d'information, aux différents logiciels, ERP et autres qui peuvent exister dans une entreprise. Et ensuite, du support pour faire en sorte que la solution soit évolutive et robuste dans le temps. Donc nos différents marchés, assez rapidement, on intervient dans le domaine de l'électronique, tout ce qui est miniaturisation de l'intelligence artificielle. La robotique, je vais en parler pas mal aujourd'hui. Le médical, pour tout ce qui est diagnostic augmenté, l'énergie, pour ce qui est maintenance des systèmes d'énergie et prévision et prédiction de l'offre et de la demande en énergie. La sécurité, je montrerai quelques exemples. Caractérisation des problèmes, détection de vol par exemple, dans comportements dangereux ou anormaux. Dans l'industrie, donc là je ne vais pas détailler, c'est l'objet de ma présentation aujourd'hui. Dans le bâtiment, voilà, tout ce qui est faire en sorte que l'offre et la demande en énergie soient compatibles, que le bâtiment s'adapte à l'utilisateur et non l'inverse. Et pour ça, capter l'activité humaine et prendre des décisions au bon moment sont des choses qui sont gérées par l'intelligence artificielle de plus en plus. Et dans le digital, c'est toutes les données qui sont remontées sur les smartphones, sur les sites web, qui permettent, grâce à l'intelligence artificielle, de proposer des services qui sont sur mesure et adaptés à l'utilisateur. Bon, je ne vous présente pas nos références, c'est quelques exemples ici. Vous pouvez aller sur notre site web si ça vous intéresse et creuser un peu plus. Mais voilà, on a des sociétés de toute la France, de la région, des petites comme des moyennes, comme petites, moyennes et grandes. Et quelques chiffres clés, on existe depuis 2014, on est une vingtaine de collaborateurs à Grenoble, basés sur la satisfaction. On a voilà, des clients qui font appel souvent à nous et fidèles dans le temps. Et on a, je vous ai parlé de BPI France, de Miaille et de Minalogic, mais on a aussi des partenariats avec des sociétés du hardware comme ST Microelectronics pour tout ce qui est captation, capteurs et traitements locaux des données. On a aussi un partenariat fort avec NVIDIA pour tout ce qui est traitement sur carte graphique. Donc là, on a accès directement à des équipes techniques chez eux pour faire de l'optimisation de manière assez importante sur carte graphique et faire des systèmes qui soient optimaux et à l'état de l'art aujourd'hui, aussi bien en software qu'en hardware. En tout cas, en traitement industriel, on utilise beaucoup ce genre de solutions. Et Hewlett-Packard pour tout ce qui est calcul haute performance quand on a besoin de beaucoup de mémoire et beaucoup de puissance de calcul. Voilà pour Neovision. Est-ce qu'il y avait déjà des premières questions dans le chat? Non, c'est bon. Vas-y. Très bien, je continue, n'hésitez pas, de toute façon. Donc, je vais vous parler un peu d'intelligence artificielle aujourd'hui, en industrie, mais avant, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? En 2020, ce sont des technologies informatiques donc capables de résoudre des problèmes à forte complexité algorithmique.
Et aujourd'hui, principalement, ce que nous, on arrive à réaliser avec nos fonctions cognitives, donc c'est-à-dire voir des choses, entendre des choses, comprendre des choses, structurer l'information. Et comme vous pouvez le voir dans le petit logo que j'ai mis en bas à gauche, ça reste un rouage dans une machinerie plus grande, un système qui, prend en entrée des informations, qui sort en sortie des informations. C'est pas du tout, quelque chose qui va se répandre ou prendre contrôle, de la, du système ou de ce qu'il manipule. C'est vraiment il faut le voir comme un logiciel en fait, comme un logiciel informatique, mais qui va résoudre des problèmes plus difficiles, plus complexes qu'auparavant. C'est le niveau le plus élevé, on va dire, d'automatisation. Il y a les automates, il y a eu l'informatique, il y a eu, on va dire, les bases de données et les algorithmes un peu manuels. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, on est sur des, vous verrez, la pierre angulaire, donc c'est l'objet de ma slide d'après. Bah, il y a les données, j'en ai parlé tout à l'heure un peu, mais il y a aussi les algorithmes et le matériel. Et donc la triade de l'IA, si on veut faire de l'intelligence artificielle, c'est avoir vraiment ces trois choses-là. C'est possible de faire de l'intelligence artificielle sans l'un de ces trois-là, mais c'est très difficile dès qu'il y en a deux qui manquent, on commence à avoir beaucoup de difficultés. De l'IA sans données, ça se fait, mais généralement, les solutions qui sont les plus performantes, c'est quand on a de bons exemples, beaucoup d'exemples représentatifs de notre problème. Et donc, une des choses qui marche très bien aujourd'hui quand on a beaucoup de données, c'est le machine learning, donc l'apprentissage machine en français, où on a une base de données, pas simplement des données, mais des données qui sont annotées. Vous verrez dans le domaine industriel, c'est une des grosses problématiques aujourd'hui, c'est comment avoir des données annotées par des experts qui sont de bonne qualité et en bonne quantité. Ensuite, on a un algorithme qui va être choisi par des équipes expertes comme Neovision, qui vont être optimisés et adaptés au cas d'usage pour obtenir ensuite un modèle qui, lui, va pouvoir être utilisé sur des nouvelles données. Pas forcément les mêmes, pas exactement les mêmes que celles qu'on a vues, mais il va avoir la capacité de généraliser et donc de pouvoir trouver une solution, résoudre un problème similaire à ce qu'on lui a déjà montré dans les données. Typiquement, si dans mes données, j'ai des capteurs de vibration sur une machine et qu'un opérateur ou un expert vient dire bah, cette vibration semble être normale, cette vibration semble être anormale, ça va construire ma base de données dont je parlais tout à l'heure, avec les annotations de l'expert, normal, anormal. Je vais entraîner un algorithme à essayer de prédire sur la base de données que j'ai créée les données qui sont normales et celles qui sont anormales. Et une fois que j'ai un bon niveau statistique, on va dire que j'ai 95% de bonne performance, je vais dire que mon modèle a été validé et je vais le mettre en production. Et il va rester tel quel, il ne va pas bouger, il aura toujours 95% de performance, si tant est que les données qu'on lui donne sont similaires aux données sur lesquelles on l'a entraîné et testé. Et on a un système fiable à 95% qui est capable du coup de trier les vibrations normales et anormales et donc détecter potentiellement des anomalies sur une machine. Cette phase-là s'appelle la phase d'inférence, la phase d'avant la phase d'apprentissage. Et des modèles, il y en a beaucoup, et un des modèles dont on parle beaucoup, c'est le deep learning ou réseau de neurones profonds, des centaines de milliers de paramètres, voire des millions de paramètres pour les plus complexes d'entre eux, qui sont entraînés à résoudre des tâches très complexes comme l'extraction, l'analyse d'images, la détection d'anomalies également, l'analyse sonore, sont tous des problèmes qui ont été traités pendant longtemps par les scientifiques par des méthodes ad hoc et des méthodes un peu manuelles, d'ingénierie manuelle. Souvent, on va optimiser le traitement du signal pour la source de données qu'on a et ensuite mettre un algorithme d'aide à la décision ou de prise de décision à la fin. Là, le réseau de neurones, il prend en entrée directement les données brutes, là, sur la gauche. Il applique plein de multiplications, d'additions et d'opérations mathématiques pour à la fin prendre la décision. C'est une anomalie, ce n'est pas une anomalie. Et les premières couches du réseau de neurones vont traiter le signal, l'extraction de l'information du signal, et les dernières couches vont prendre la décision. Décision généralement liée au métier ou à l'opération qu'on veut faire à l'intelligence artificielle. Et tout ça, c'est rendu possible grâce aux bases de données, et notamment en images. On a beaucoup progressé dans les années 2010 avec ImageNet, qui est une énorme base de données avec des milliers de catégories, 22 000 catégories à la base et 14 millions d'images.
Et en fait, cette base de données a énormément fait progresser le domaine de l'intelligence artificielle puisqu'il a permis d'avoir un référentiel commun. Et les algorithmes se sont énormément développés aussi, notamment en deep learning. Et il y a eu la puissance de calcul qui a aussi beaucoup progressé avec les cartes graphiques. Je vous ai parlé de Nvidia tout à l'heure, c'est pas un hasard, c'est vraiment ils ont été leaders sur le domaine, dans le domaine notamment de l'intelligence artificielle avec les GPU qui permettent de faire beaucoup de calculs en parallèle, ce qui est rendu possible dans les architectures de réseaux de neurones. Et on a eu une baisse du taux de reconnaissance, une baisse du taux d'erreur, pardon, sur la classification d'images. Donc je vous donne une image, je vous demande ce que c'est au hasard. Dans la base, vous allez avoir en moyenne 5% d'erreur. Vous allez pas différencier les races de chiens, par exemple, ou alors confondre tel et tel objet. Et en fait, depuis 2015, on fait mieux que l'homme, c'est-à-dire qu'on fait mieux que 5% d'erreur sur les images. On est entre 3 et 4 aujourd'hui pour la classification. Là, maintenant qu'on a des très bonnes performances, meilleures que l'homme, sur des cas d'usage bien précis, les scientifiques ont beaucoup travaillé pour miniaturiser l'intelligence artificielle et améliorer finalement la puissance de calcul, les calculs nécessaires pour faire ce type d'opération. Comme c'est des opérations simples qui sont massivement parallélisables, en fait, et qu'elles nécessitent peu de précision, c'est-à-dire peu de nombres après la virgule pour faire les calculs, mais à la place beaucoup de calculs, et ben en fait on peut créer et ont été créés des chips, des puces et du hardware, du matériel spécifique pour faire des réseaux de neurones, du réseau de neurones profond notamment. Et donc maintenant ça arrive dans les téléphones portables, vous avez des puces accélération matérielle, vous avez ça dans des produits également microélectroniques et comme les produits de ST Microelectronics par exemple, qui intègrent maintenant des fonctions d'optimisation pour les réseaux de neurones et aussi des modules hardware spécifiques. Donc ça veut dire que l'IA se miniaturise et les algorithmes se rapprochent de plus en plus de là où sont générées les données, où sont produites les données, et de moins en moins besoin finalement de regrouper toutes les données dans un endroit, dans un cloud ou dans un gros data center pour faire le traitement. Pour faire l'apprentissage, c'est encore le cas, on a encore besoin de machines puissantes pour faire l'apprentissage, même si on a des solutions qui commencent à apparaître, mais c'en est qu'au début. En tout cas, pour la prise de décision, les choses peuvent se faire de plus en plus proches de là où sont générées les données. Et donc ça a un impact pour nous aujourd'hui qui parlons d'IA dans le domaine de l'industrie, parce que effectivement, certains cas d'usage qui n'étaient pas possibles avant deviennent possibles parce qu'on peut faire le traitement plus proche de là où il a besoin d'être fait. Quelques exemples encore pour vous montrer un peu l'avancée scientifique. On a de la détection d'émotions qui marche maintenant très très bien. On est capable de dire que cette personne est triste apparemment. La reconnaissance vocale aussi qui marche très bien. On est capable de comprendre ce que disent les gens, de traduire dans une autre langue, et tout ça en gardant le sens et quasiment sans faute, et même en ayant une insensibilité aujourd'hui aux erreurs de prononciation et aux erreurs potentiellement d'orthographe ou de grammaire qui peuvent, enfin, en tout cas pour la reconnaissance vocale de grammaire et de formulation des phrases. Il y a le jeu de Go aussi qui a bien progressé, puisque on est capable de battre les joueurs de Go aujourd'hui grâce à une société DeepMind qui est l'équivalent de, on va dire, NeoVision en Angleterre, qui a été rachetée par Google et qui travaille beaucoup sur l'apprentissage par renforcement, qui est une méthode d'apprentissage qui permet d'apprendre tout seul, juste en connaissant les règles du jeu, mais sans avoir de données, ou du moins en ayant une observation de l'environnement à minima, de pouvoir d'entraîner automatiquement une intelligence artificielle. Et donc il y a des boucles d'apprentissage qui sont réalisées jusqu'à ce que l'IA soit capable là en l'occurrence, de battre un joueur de Go, avec une partie de l'intelligence artificielle qui analyse le plateau pour savoir si les pions blancs et noirs posés est une position forte ou non. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au début, on a entraîné l'IA sur les données de joueurs, de maîtres, et qu'à la fin, les dernières versions de cette intelligence artificielle a uniquement appris en jouant contre elle-même. Donc ça, en application industrielle, vous verrez quelques exemples après, mais on peut maintenant beaucoup plus facilement configurer des automates, configurer des robots grâce à ce type d'algorithme. Bon, la voiture autonome a aussi beaucoup progressé grâce à l'intelligence artificielle. Là, je vous ai sélectionné un exemple
de 2017 sur de la segmentation sémantique d'images, où pour chaque pixel, l'objectif c'est de dire quelle est la nature de ce pixel-là. Donc vous voyez la différence entre voiture, sol, piéton, arbre, qui sont classés automatiquement à 30 fps, donc avec un ratio une vitesse très importante, qui est nécessaire notamment dans le domaine de la voiture autonome pour prendre des décisions rapidement, et avec un taux de performance qui est vraiment remarquable. Je voulais vous parler aussi de génération de données. Là, toutes les photos que vous voyez ici, ce ne sont pas des personnes qui existent, ce sont des humains qui ont été générés par une intelligence artificielle. Et, en fait, on a des systèmes maintenant qui s'appellent des GAN, Generative Adversarial Network, qui permettent de manière assez impressionnante, vous voyez les résultats qui ont beaucoup progressé les dernières années, de générer des données qui sont similaires à une base de données. Et donc ça, c'est très intéressant dans les cas notamment rares et compliqués et dangereux dans le domaine industriel, parce que ça permet d'envisager de générer des données qu'on ne pourrait pas avoir sinon, qu'on ne pourrait pas avoir soit parce qu'on ne peut pas arrêter la chaîne de production, soit parce que le défaut qui est rare et dangereux, eh ben, c'est effectivement rare, donc difficile à obtenir, et dangereux parce que ça peut avoir des conséquences derrière, soit sur la production, soit sur la qualité des produits. Et donc, beaucoup de cas d'usage où on nous disait bah, on n'a pas de données, on ne peut pas travailler dessus, aujourd'hui sont accessibles grâce à ce type de technologie. Bon, il y a beaucoup de travail du coup dans le domaine de la simulation et de la génération de données, mais c'est des pistes qui sont viables aujourd'hui pour traiter certains cas d'usage. Dernier exemple que je voulais vous donner, c'était la robotique. Vous voyez, il y a quelques années, les robots on avait beaucoup de mal à les faire marcher, monter les escaliers et marcher dans des environnements complexes comme dans la forêt. Maintenant, les robots font des pirouettes. Donc la plupart d'entre nous, on n'est pas très impressionnés par ce type de vidéo parce qu'on a encore en tête des films comme iRobot où on a des robots humanoïdes qui courent et qui sont surhumains. Mais sachez que cette vidéo a énormément impressionné le domaine de la robotique à l'époque, avec Boston Dynamics qui est leader dans le sujet et qui utilise l'intelligence artificielle pour programmer son robot avec des données réelles et des données simulées. Donc voilà un peu ce que c'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'était une présentation un peu générique, générale. Maintenant, je vais rentrer un peu dans le détail et les spécificités de l'IA en industrie. Est-ce qu'il y a des premières questions, Emmanuel, ou Non, par contre, moi, le robot, il fait des choses que je ne sais pas faire. Je voulais juste peut-être demander une précision. Ces technologies-là que tu nous as montrées, Oui. pour certaines, c'est un peu daté, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont anciennes ou c'est vraiment des choses qui sont très, très récentes? Alors l'intelligence artificielle, ça date pas d'hier, ça date de la première machine learning, on va dire, est de 1960, Mmh. où c'était des premiers algorithmes très simples qui pouvaient résoudre des problèmes d'écoliers, on va dire, mais vraiment très très simple. Mais c'est un domaine qui a sans cesse évolué jusqu'à, on va dire, un gros boom dans les années 2010-2015. 2010 au niveau scientifique, académique, vous avez vu pourquoi. Et 2015 parce qu'on a des taux de performance qui ont permis notamment des premières applications industrielles, et les premiers qui se sont lancés dedans ont eu des premiers résultats assez impressionnants. Et maintenant, depuis 5 ans, on voit vraiment s'accélérer ces sujets-là euh, dans beaucoup d'industries différentes. D'accord, merci. Il y avait une question aussi mais ça remonte sur la partie où tu présentais, Néovision, sur Mhm. le CA de Néovision. Est-ce que tu pourrais donner le chiffre du CA de Néovision? Alors, Chiffre d'affaires? on a entre 1 et 2 millions de chiffres d'affaires. On a fait 1 200 000 l'année dernière. Et là, fin d'année, je vous annoncerai les bonnes nouvelles en janvier, j'imagine. D'accord. Très bien, merci. Eh ben, Voilà. écoute, je te laisse, continuer sur la partie, plus spécifique sur l'industrie. Très bien, merci. Donc, les spécificités de l'IA en industrie. Déjà, les cas d'usage un peu spécifiques, on va dire, en IA, parce que moi, j'ai vu en 6 ans, 6-7 ans là, de Neovision, beaucoup d'automatisation de la chaîne de production. Donc, la chaîne de production, pouvoir automatiser certains éléments qui sont soit manuels, soit réalisés par des automates, mais qui ne peuvent pas résoudre certaines tâches trop complexes. L'optimisation de la supply chain, donc de manière globale, tout ce qui est acheminement des produits, identification des produits, savoir
où ils sont, ce qu'ils font et quel est leur parcours également, comment optimiser le parcours des produits, visualiser par où passe un colis et savoir ah bah tiens, c'est pas normal que on ait des goulots d'étranglement à tel endroit. Le contrôle qualité beaucoup, donc à partir de capteurs, de caméras, d'images, pouvoir dire qu'un produit est défaillant ou que il ne soit, ou alors qu'il n'est pas conforme et donc le mettre au rebut. Détecter des dérives et des anomalies. Au début, j'avais commencé ma présentation, j'avais mis maintenance prédictive, mais c'est un mot que j'aime vraiment pas du tout et j'essaie de l'éviter au maximum parce que ça a été beaucoup trop utilisé à une période où les industriels n'étaient pas prêts à attaquer ce type de problématique. Et donc, il a une connotation assez négative, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a des choses en dérive, donc mesurer un, un produit ou un système de production et détecter quand certaines variables commencent à dériver et savoir si ces dérives sont normales ou anormales, sachant qu'une machine, ça vit, ça évolue, ces données, ces paramètres évoluent dans le temps et donc il faut savoir si une dérive est une dérive normale du système ou anormale. Et donc avec ça vient forcément le cas d'usage de la détection d'anomalies, détecter si quelque chose est normal ou anormal. Soit on a des cas, des exemples d'anomalies, on sait dire que la machine par exemple a un comportement nominal à ce moment-là, et là, elle a un comportement anormal. Soit on l'a pas et on veut pouvoir détecter des choses vraiment nouvelles, souvent des pannes ou alors des signes annonciateurs de panne qui vont être assez importantes. Et c'est souvent un cas difficile dans l'industrie parce que c'est ceux qui coûtent les plus chers et qu'on a généralement rarement vu ou pas vu, que l'IA aura du mal du coup à adresser. L'optimisation du rendement, pouvoir faire en sorte que la chaîne de production produise mieux et plus efficacement. Forcément, ça a un intérêt important puisque ça permet de produire plus. Et l'IA apporte beaucoup de solutions aujourd'hui dans ce domaine-là. La traçabilité également des produits, savoir où ils sont. De plus en plus, je vois dans des domaines notamment contrôlés, comme l'aéronautique et d'autres, où on leur demande d'avoir une traçabilité au produit et plus au, au bloc de produits. Et donc, ça nécessite de développer des nouvelles méthodes, des nouveaux outils qui permettent de savoir où est le produit et qui il est. L'analyse d'image permet de faire pas mal. Bon, il y a les QR codes qui se développent, il y a aussi l'analyse visuelle à partir d'une photo ou d'une vidéo d'un produit, savoir l'identifier. Les opérateurs augmentés avec la réalité virtuelle et pour la formation et la réalité augmentée pour la prise de décision et l'aide à la décision. Pour moi, les deux sont indissociables, c'est-à-dire que finalement, quand on a un outil qui permet d'aider à la décision, l'opérateur, il est en quelque sorte augmenté. Mais dans opérateur augmenté, on imagine tout de suite les lunettes virtuelles et autres produits comme ça. Mais pour moi, dès qu'on donne finalement de l'information, une synthèse ou un tableau de bord, l'opérateur il est déjà augmenté en soi, quoi. On est déjà augmenté par notre montre et par le carnet dans lequel on met, on prend des notes. Mais bon, ça c'est tout un débat sur le transhumanisme dans lequel je ne rentrerai pas aujourd'hui. Mais globalement, l'IA permet de l'aide à la décision, d'analyser une grande quantité de données pour pouvoir synthétiser finalement les 2-3 informations qui sont importantes. Et avec des capteurs de réalité virtuelle, de détecteurs et de la réalité virtuelle, pardon, on peut aider l'opérateur à faire de la maintenance, à prendre une décision à un moment donné, à le former sur des systèmes ou des choses qui peuvent être dangereuses ou compliquées. Et ensuite, ce que je vois beaucoup aussi, c'est l'analyse de cause racine ou root cause analysis, c'est-à-dire savoir identifier quelle a été la raison, la cause du problème. Et là, l'intelligence artificielle apporte pas mal d'outils pour ces analyses, des outils d'exploration de données, des outils de visualisation de données, des outils de classification et de dire que le problème est dans la catégorie A ou dans la catégorie B typiquement. Je vous montrerai un exemple d'outil de visualisation de données qu'on a développé dans le domaine industriel qui est très intéressant pour ce genre de choses. Donc voilà un peu les cas d'usage, regroupés un peu comme je les vois moi aujourd'hui par importance, par groupe d'importance on va dire. Et une des spécificités dans le domaine industriel, c'est que on a beaucoup de données qui sont non digitalisées. En fait, l'industrie, c'est un domaine qui est
très physiques, avec des machines qui vont générer les données, des personnes qui vont gérer également ces machines, beaucoup d'informations qui vont être dans la tête, beaucoup d'informations qui vont être même subjectives aux personnes. J'ai vu des cas d'industriels où on avait des personnes qui configuraient les machines, et puis le mardi, c'était pas la même chose que le mercredi. Et personne ne savait expliquer pourquoi. D'un expert à l'autre, d'un configurateur à l'autre, ils ne sont pas d'accord, ils vont configurer différemment. Donc il y a aussi un problème de formalisation euh, des données qui, au-delà même de la digitalisation des données, c'est pas parce que vous créez une chaîne de production entièrement digitale où toutes les données sont enregistrées, sauvegardées, digitalisées, et sur lesquelles vous pouvez dire, plutôt que de tourner un levier ou tourner une manivelle, vous allez entrer une valeur entre 0 et 10, et ben, c'est pas pour autant que cette donnée-là, elle a du sens et qu'elle soit formalisée. C'est-à-dire que l'opérateur, il peut très bien, à l'intuition, faire plus, moins, jusqu'à ce que il produise le produit comme il a envie de le produire. Donc il y a un premier travail qui est la digitalisation de la donnée, et un deuxième travail qui est comment appréhender ces nouvelles données digitales qui vivent pas dans le même monde que les données physiques, qui sont pas forcément formalisées. Il y a des données forcément qui sont inutiles dans les données digitales. Quand on veut vouloir tout monitorer, on se rend compte qu'on a plein de données qui servent à rien. Et ensuite, comment faire en sorte de comprendre ces données-là. Je vais vous donner un autre exemple dans le domaine industriel. On avait travaillé une fois avec un industriel qui voulait observer des petites pièces métalliques, et qui voulait automatiser cette inspection. Il inspectait ces pièces avec une loupe, donc dans le monde physique, et l'opérateur savait faire ça depuis très longtemps et très bien. Il ne savait pas l'expliquer comment, il savait pas bien expliquer quelle était une pièce normale, anormale, il n'avait jamais fait l'effort de formaliser ça. Donc on a commencé par travailler à formaliser finalement le cahier de doléances, on va dire, des pièces normales et anormales. Et, et ensuite, une fois qu'on a mis en place un capteur, une caméra, de l'éclairage pour observer les pièces, la donnée, l'image qu'on génère et qui peut être traitée par une intelligence artificielle pour faire cette tâche de normal à normal, ben finalement, elle ne vit pas dans le même monde que l'opérateur qui regarde dans sa loupe. C'est-à-dire que même l'opérateur, où ça fait 20 ans qu'il regarde dans sa loupe, il est obligé de se former et de comprendre, d'interpréter finalement les images qu'il a devant lui, parce que ce ne sont pas les mêmes données finalement. Donc même si on digitalise l'information, ensuite il y a une notion de formalisation et d'interprétation qui est importante. En tout ça, c'est juste mon premier point. Je vais aller un peu plus vite sur les points d'après, mais en gros, une des spécificités aussi de l'industrie, c'est que les machines sont spécifiques. C'est-à-dire que chaque machine, un industriel peut avoir plusieurs fois la même machine, mais généralement, on a dans une industrie, à certains endroits, des machines qui sont un peu critiques, des machines spéciales, et celles-là, elles génèrent des données qui sont spécifiques. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une intelligence artificielle qui a besoin d'avoir des exemples de données génériques, eh ben, elle va avoir du mal en fait avec ce type d'exemple. Ou alors il faudra un certain nombre d'historiques pour pouvoir traiter des machines, ces machines spécifiques. Donc souvent les données sont non historisées, c'est aussi un problème que je vois. On me dit oui, oui, on a les données, mais on les a pas sauvegardées, on les a pas mis dans une base de données, elles sont passées et on les a pas sauvegardées. Donc ça, c'est une erreur que je vois souvent. Enfin, une erreur, c'est un problème en tout cas que je vois souvent au déploiement de l'intelligence artificielle. Et quand on est dans ce cas-là, la première étape, c'est commencer à historiser ces données et engendrer un certain nombre de données, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois de données pour pouvoir ensuite travailler dessus. Et on a certains projets industriels, avec des grands groupes industriels ou même des plus petits, où le premier travail, ça va être d'historiser les données pour pouvoir ensuite les traiter. Souvent, les données sont non structurées, c'est-à-dire qu'on va avoir des choses, des images, des données dans des rapports, des données, des fichiers Excel qui, eux, sont structurés, mais aussi des données non structurées ensuite. Ça, c'est la nature finalement un peu euh, aussi de la vibration, ou alors du son, ou des choses qui sont liées plutôt au fonctionnement industriel. Et donc, toutes ces données non structurées, aujourd'hui, c'est pas des algorithmes classiques ou de l'informatique classique qui arrivent à bien les traiter, c'est de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est plutôt, on va dire, un vivier ou un terrain fertile pour utiliser l'intelligence artificielle en industrie. C'est pas un point faible selon moi. Les données sont non centralisées, donc ça, pour moi, c'est un peu un point faible.
Souvent, j'entends des industriels me dire: «Ah oui, bah, tout ça, on a par mail, il va falloir que, je refasse, mon quality control», par exemple. Il faut que je repasse tous mes mails là de mes 2 dernières années pour avoir les retours clients et mettre ça dans un fichier Excel. Donc, hem, souvent, le problème, c'est, quand on attaque un nouveau projet, dans l'industrie, on a des données qui sont un peu éparpillées à droite à gauche et le premier travail, ça va être de centraliser ces données, à un endroit. Les données sont souvent hétérogènes dans une usine. Même si vous avez 2 fois la même machine, vous n'avez pas forcément les mêmes données qui sont générées. Il suffit que, les caméras soient pas posées de la même manière, que les capteurs de vibration soient posés différemment ou à d'autres endroits, ou même la nature même de la machine qui a pu évoluer dans le temps ou qui a pas la même génération, et ben, ça fait que les données, sont hétérogènes même dans une même usine. Et dans une usine à l'autre, encore plus puisque, même si vous avez commandé les mêmes machines, elles n'ont pas été forcément configurées de la même manière, elles n'ont pas forcément vécu de la même manière, elles n'ont pas forcément le même vécu historique, elles n'ont pas eu les mêmes anomalies, les mêmes maintenances. Donc c'est des objets qui dérivent dans le temps et qui deviennent différents, et qui même ne commencent pas forcément au même point de départ. Donc pour déployer des solutions dans plein d'usines différentes, il y a souvent des coûts de scalabilité, qui sont, à prendre en compte. Les données, importantes, malheureusement, sont souvent les données rares. Parce qu'on a passé toute notre vie, à optimiser les machines et tout notre temps et toute notre énergie à faire en sorte qu'elles ne tombent pas en panne. Donc quand on veut, aller chercher les derniers problèmes, on est généralement sur des cas rares et donc on a peu de données ou peu d'exemples de données associés à ce cas. Donc il faut trouver des moyens de contournement, simuler les problèmes, générer, des anomalies, générer les cas rares qui nous intéressent, pour pouvoir avoir de la donnée. Typiquement, si vous avez un système qui peut se bourrer, ben, provoquer le bourrage de différentes manières pour, avoir des données, des exemples de bourrage. Et une des dernières, spécificités dans le domaine industriel, c'est que, selon moi, il faut, des experts du domaine, toujours, pour qualifier la donnée. C'est pas du tout le cas, par exemple, sur internet. Si vous vous mettez un site marchand, vous regardez, quels sont les produits, que les gens, sur lesquels les gens sont le plus intéressés, et puis finalement vous avez les paniers et les achats des utilisateurs. Dans l'industrie, souvent on n'a pas la notation, on ne sait pas ce que veut dire la donnée, et donc il faut des experts qui sont capables de comprendre le process industriel. Il faut des experts qui comprennent la donnée qui est générée, qui ne sont pas forcément les mêmes personnes, et il faut que ces personnes-là se parlent avec nous autour de la table généralement pour qu'on comprenne et qu'on qualifie la donnée en données exploitables et utilisables pour entraîner de l'intelligence artificielle. Donc voilà un peu les spécificités de ces données-là. Elles sont difficiles à interpréter et pourtant en industrie, il y a un fort besoin d'interprétabilité. Pourquoi? Parce que vous avez des promesses auprès de vos clients, parce que vous avez, des engagements de productivité, et donc dès qu'il y a un souci, il faut pouvoir comprendre la cause et la corriger et faire en sorte que ça ne se reproduise plus, et donc il faut pouvoir interpréter les données. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que souvent les process sont non formalisés. Il y a beaucoup de paramètres également, moi j'ai travaillé avec des industriels où on a vu 200, 300, 400 paramètres sur une chaîne de production pour produire, un produit. Je vous donnerai des exemples très concrets après. Hem, les données sont souvent non labellisées, donc il faut des experts, comme je l'ai dit, pour, dire ce que veut dire la donnée. Heu et ensuite, le problème arrive souvent très longtemps après la source du problème. En amont de chaîne, il peut y avoir un souci et qu'on le voit le problème qu'à la toute fin, sur une caméra ou, dans le nombre de produits qui sortent ou, un bourrage en fin de chaîne. Et donc, il faut réussir à faire des corrélations entre les données, c'est-à-dire que regarder uniquement les données à un tronçon de la chaîne de production, par exemple, souvent n'est pas suffisant et il faut pouvoir corréler ça avec des données, plus en amont ou alors parfois des données externes qui sont extérieures aux données qui sont, observées sur la chaîne. Et il y a aussi des données, complémentaires que vous pouvez aller chercher en plus de vos données, de la chaîne de production. Il y a les données de l'entreprise, donc les données clients, les données fournisseurs. Dans les données clients, vous pouvez avoir,
les achats, les commandes, les avis les avis d'insatisfaction. Dans les fournisseurs, on a souvent été sollicité pour détecter les défaillances fournisseurs, détecter les retards fournisseurs notamment. En RH, c'est tout ce qui est affecter les bonnes personnes, les bonnes ressources au bon moment. En financier, c'est l'analyse financière, pouvoir prédire le prix de la matière première, pouvoir avoir des informations d'achat ou on va dire, l'ensemble des informations financières que vous pouvez avoir en fait sur généralement les entrées de votre production. Ensuite, on a les informations projets, donc comment se sont passés les différents projets dans l'entreprise. Généralement, vous avez des données associées, des temps, des Gantt et autres qui donnent des informations qui peuvent être utilisées par l'intelligence artificielle derrière pour l'ensemble des use cases dont je vous ai parlé. Ensuite, il y a des données ouvertes qui sont. Donc, les données d'entreprise, c'est celles que vous possédez, qui ont des défauts généralement parce qu'elles n'ont pas été prévues pour les cas d'usage que vous voulez adresser. Donc, il y a du travail pour les préparer. Mais c'est des données privées qui vous appartiennent. Ensuite, il y a des données ouvertes qui sont gratuites et utilisables, ce qu'on appelle l'open data. Donc là, vous avez des données par rapport à votre secteur que vous pourrez récupérer, des données démographiques, des données de l'INSEE par exemple, des données de cartographie qui sont de plus en plus ouvertes et gratuites, les publications scientifiques, que fait la concurrence ou comment évolue votre domaine par rapport à la science. Et donc, toutes ces données-là sont ouvertes et sont consultables. Généralement, leur spécificité, c'est qu'il y a une grande quantité de données qui est générée. Et donc, il faut des outils d'intelligence artificielle, généralement, pour sortir la bonne information au bon moment. Et ensuite, vous pouvez aussi compléter vos données industrielles par des données payantes. Vous pouvez acheter des données de météo, par exemple. Si vous savez que votre process industriel est corrélé à la météo, aux précipitations, ou à l'humidité ou à la température. Il y a des analytics aussi sur le web, savoir comment se comporte le marché de l'automobile en Asie, par exemple. Vous pouvez utiliser l'analytics, des analyses du web. Vous pouvez aussi analyser les affluences sur vos sites web ou sur votre site web ou alors sur les réseaux sociaux, ce que les gens disent au travers dans différents domaines qui ont une influence, on va dire, sur votre marché. Et les analytics web, généralement sur votre site web, sont payants, mais ça vaut le coup d'avoir ce type d'informations. Il y a des études de marché aussi que vous pouvez acheter, qui sont assez intéressantes, qui donnent des informations macroéconomiques qui peuvent être utilisées pour pondérer des outils d'intelligence artificielle. Et ensuite, il y a tout ce qui est la veille technique et la veille économique, qui apportent des informations aussi importantes, souvent qualitatives, mais aussi parfois quantitatives pour de l'intelligence artificielle. Et ensuite, la dernière spécificité de l'IA en industrie, selon moi, c'est le fait qu'il y a beaucoup de cas d'usage qui sont non connectés, parce qu'il y a une cadence importante, parce qu'on veut faire du monitoring en live, en temps réel, parce que souvent on a des données sensibles, des données process qu'on n'a pas envie de remonter dans le cloud. Et donc pour ça, on a aujourd'hui besoin de PC industriels qui ont de la puissance de calcul, de la mémoire adaptée. Donc nous, on a l'habitude de travailler sur ce type de solution, et souvent en intelligence artificielle, la vitesse, la cadence, et sur une chaîne de production, il y a toujours une cadence, donc c'est ça qui dimensionne en fait le PC industriel qu'on va choisir et qui va pouvoir faire tourner les algorithmes à côté de la chaîne de production. Et ensuite, il y a certains cas d'usage qui sont moins sensibles, on va dire, qui peuvent être connectés ou qui gagnent à être connectés parce que ça apporte une synergie entre plusieurs usines, par exemple, ou entre plusieurs zones, on va dire, de la chaîne de production, et d'avoir une vision un peu globale de l'ensemble du système. Et donc pour ça, généralement, c'est des outils on a besoin de monitoring, c'est pour les outils de monitoring, ou alors tout ce qui est analyse en post-traitement, quand on a besoin de faire une grosse synthèse ou de l'exploration de données. Voilà, on n'est pas sur du temps réel et des cadences importantes. Là, le cloud apporte toute sa flexibilité et est très intéressant pour des déploiements industriels. Il y a la puissance de calcul et la mémoire qui sont importantes et qui sont flexibles. Et donc, on va pouvoir remonter les données et, euh, et les analyser. L'autre cas d'usage aussi où on va faire
un cas d'usage non connecté, ça va être les cas où on a énormément de données qui vont être remontées. Par exemple, vous mettez plein de capteurs sur un système, vous générez 10 gigas de mémoire, 10 gigas de données à l'heure, vous n'allez pas tout remonter et tout stocker dans le cloud, ça serait une aberration. Donc l'idée, c'est comme je l'ai dit, comme l'IA se miniaturise, c'est faire le traitement là où sont générées les données pour ne remonter finalement dans le cloud que les données importantes, les données ou de sauvegarder en local sur le PC que les données qui sont importantes pour qu'à la fin, on traite de manière intelligente le peu de données qui a le plus de sens. Mais en tout cas, tout remonter dans le cloud et tout sauvegarder sur un disque dur n'a pas forcément beaucoup de sens, sachant qu'on, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut de la donnée annotée, qualifiée. Si on n'est pas capable d'annoter 10 gigas de données par heure et d'en extraire du sens, ça n'a pas forcément intérêt de la sauvegarder. Donc à la question de est-ce que je dois sauvegarder mes données, toutes mes données, je dirais de la donnée, ça sert à rien de la sauvegarder. De l'information, oui, ça sert à quelque chose de la sauvegarder. Et une donnée, c'est pas une information. Il faut d'abord transformer la donnée en information et ensuite sauvegarder l'information. Là, ça a beaucoup d'intérêt. Voilà sur les spécificités de l'IA en industrie. Merci. On a bien compris que ce n'était pas la quantité de données qui comptait, même si l'IA est capable d'analyser des quantités énormes de données, mais c'était plutôt la qualité de la donnée et quelles données on Exactement. avait besoin et qu'est-ce qu'on voulait en faire. Et c'est surtout ça qui est important. Donc, pas se dire qu'il faut Oui. avoir énormément de données, même si des fois c'est souvent le cas, mais c'est plutôt de dire quelles sont les bonnes données qu'on a dans nos entreprises et dans nos industries. Exactement. Et ça, c'est tous les projets d'intelligence artificielle et tous les projets autour de la donnée. Comme vous avez vu, le trio de l'intelligence artificielle, c'est la donnée, l'algorithme et le matériel. Matériel, vous avez l'habitude, vous gérez ça tous les jours. La donnée et l'algorithme, c'est pas forcément des choses dont vous avez l'habitude de manipuler. Et une des erreurs classiques que je vois, c'est on va faire un data lake, on va sauvegarder toutes les données dedans, et dans un an, on verra ce qu'on en fait de ces données. Et là, c'est un cauchemar parce que vous avez pas d'informations en fait. Vous avez que des données, et avec juste des données, si je vous envoie un énorme tableau Excel avec plein de chiffres dedans et je vous dis pas quelles sont les colonnes, qu'est-ce que veut dire les colonnes, et qu'au bout d'un moment, il y a certaines colonnes qui se rajoutent et à certains moments des colonnes qui s'enlèvent, vous allez rien pouvoir en faire. Vous allez peut-être pouvoir frotter votre boule de cristal et sortir quelques graphiques, mais interpréter ces graphiques et savoir à quoi ça sert, ça va être très compliqué. Donc, générer les données, il faut déjà avoir un plan, une stratégie initiale et se dire quels sont les cas d'usage que je veux adresser, quelles sont les données qui sont représentatives de ces cas d'usage, comment générer les données en bonne quantité, en bonne qualité, comme tu disais, Emmanuel, parce que la qualité est beaucoup plus importante que la quantité. Il vaut mieux avoir moins de données qualitatives et bien représentatives du problème, une centaine, des milliers d'exemples, que des millions d'exemples qui ne veulent rien dire et où on ne sait pas vraiment si c'est un problème, si on veut détecter anomalies conformes, non conformes, et qu'on ne sait pas dire par exemple que dans les millions de données, lesquelles correspondent aux conformes et lesquelles correspondent aux non conformes. Ok. On avait une question qui Oui, était plutôt rattachée à la partie d'avant. C'était est-ce qu'il y a de l'IA dans le domaine olfactif sur la détection et l'analyse des odeurs? Alors moi, j'ai souvenir d'un exemple un peu atypique avec le Google Nose, mais c'est pas un vrai exemple. Est-ce qu'il y en a alors d'autres? ouais, je sais qu'il y a une boîte qui s'est lancée récemment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui travaille sur le sujet, qui développe un capteur. Si tu as le nom et que tu te souviens, tu le dis, hein, parce que je me souviens plus là maintenant. Oui, Euh, c'est rattaché au CEA. Oui, ça ouais, va c'est me ça. revenir. Et ça va me revenir Tout à aussi. fait. Ouais. Ouais, ouais. Je vois ce Et que tu donc veux cette dire. société, si tu peux faire une petite recherche Google en parallèle, Ça et marche. cette société, Aribal Technology, voilà, c'est ça, C'est ça. qui développe un capteur olfactif. Et donc l'idée, c'est de transformer l'odeur en image. Et une fois qu'on a une photo de l'odeur, utiliser de l'intelligence artificielle pour la classer et dire, bah voilà, c'est une odeur d'huile, de rouille, je ne sais pas, Mm. une odeur de fumée, d'explosion, voilà, C'est plutôt en pour niveau industrie. détecter les mauvaises odeurs que les bonnes odeurs. Exactement, c'est pas fait pour savoir si notre plat dans le four sent bon. D'accord, Quoique très ça bien. pourrait être utilisé pour ça, mais Ou pour les parfumeurs, ça pourrait être intéressant. ouais, je pense qu'ils ont pas mal d'applications et ils sont encore, c'est encore un domaine scientifique enfin des technologies qui doivent maturer, je pense, Mm. Ça et va qui moins en cherchent avance encore que leur. ouais, c'est moins en Ouais, avance que les exactement. images en fait. Ouais. En fait, ouais, dans l'industrie, il y a quoi? Il y a les images, il y a le son, il y a la vibration que je vois beaucoup.
Et ensuite, tous les capteurs IoT qu'on peut mettre sur une chaîne de production. On a les données process, les données machines. Voilà un peu la nature des données qu'on a aujourd'hui en industrie, en plus de toutes les données dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ok, merci. Alors, j'ai sectionné quelques applications en IA Mm, industrie. La première, c'est loin d'être exhaustif, mais c'est juste pour vous montrer un peu comment ça évolue là depuis 2 ans. J'en mhm. ai sectionné 4 ou 5, je crois. L'inspection visuelle a beaucoup progressé. Il y a beaucoup de euh, systèmes classiques de vision, sociétés qui faisaient de la vision classique, on va dire, ou de logiciels de vision qui commencent à intégrer maintenant des briques d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle en clic-bouton n'existe pas encore, malheureusement. Il faut quand même des compétences comme celle de Neovision pour interpréter les jeux de données, développer les modèles adaptés et les déployer de manière efficace et optimisée pour respecter les cadences, notamment en industrie. Mais pour autant, il y a des cas d'usage simples qui commencent à être adressés, et notamment dans l'inspection. Et donc, il y a de plus en plus de capteurs, de caméras qui se déploient avec de l'éclairage adapté, souvent des capteurs sur mesure. Et là, je vous ai sélectionné un exemple dans l'industrie du textile où Polyus, donc c'est une faculté de Hong Kong qui a mis au point un système, alors ça doit être un prototype, je ne sais pas si c'est en production aujourd'hui depuis, un système intelligent qui détecte les défauts sur les tissus. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est à partir de l'ensemble des images de tissus, on arrive à détecter des zones du tissu où il y a une anomalie, une déchirure ou alors un problème de tissage. Et ça avertit automatiquement l'opérateur qui va pouvoir décider de traiter le problème le plus tôt possible pour ne pas perdre une quantité importante de tissus sur lesquels il aurait pu avoir le même défaut qui se répète. Donc ça, c'est voilà, fin 2018. En novembre 2019, donc là, je vous ai pris un exemple d'une société qui s'appelle Diota, qui a travaillé avec Safran sur des nacelles euh, pour le montage de câbles dans des structures d'avion. Et donc là, ils utilisent une tablette avec la caméra sur une tablette. Donc maintenant, tous les smartphones et euh, toutes les tablettes disposent de caméras derrière, et ça permet en fait de faire de la réalité augmentée. Donc là, ils partent d'une connaissance papier de la maquette euh, des objets qui sont devant eux, et ils superposent ça, en fait, la maquette, à l'objet qu'ils sont en train d'observer, ce qui permet en fait à l'opérateur de ne pas avoir le papier devant lui toujours et de faire la transposition entre la 2D et la 3D. Il est directement devant son objet, il l'observe avec sa tablette, et on vient en surimpression finalement des informations. Euh, Ça peut être, alors moi, là, dans le cas d'usage là, c'était pour monter les câbles et superposer correctement les câbles à la structure. Mais moi, j'ai vu, enfin, on a travaillé avec des industriels sur détecter quel est l'objet qui se trouve devant, détecter des anomalies, savoir s'il est conforme ou non conforme, s'il est bien monté ou pas, ou mal monté. Enfin, voilà, il y a plein de cas d'usage aujourd'hui autour de de la réalité augmentée, et l'analyse de schémas, savoir analyser automatiquement des schémas, chose sur laquelle aussi on travaille à Neovision, permet voilà, d'interpréter automatiquement le monde qui nous entoure. Alors il y a aussi, vous avez dû voir passer la news, si vous êtes dans la région la même que la nôtre, il y a un drone inventoriste qui a fait parler de lui à l'E3 et dans la presse, c'est IC, par la société Hardis, qui a permis à L'Oréal en janvier 2019 là, d'accélérer l'inventaire de sa centrale logistique. Donc c'est un drone qui va naviguer dans les différents rayons, qui va faire l'inventaire en quadrillant finalement les différents produits, va pouvoir scanner les différents QR codes et aussi analyser avec la caméra qui se trouve sur le drone les palettes, savoir s'il y a présence ou absence de palettes, présence ou absence de produits, j'imagine aussi de la qualité. Je ne sais pas exactement jusqu'où ils vont, mais en tout cas, c'est des cas d'usage qui sont adressables ensuite avec un drone de ce type-là. Lecture des étiquettes également, pouvoir comprendre l'étiquette, savoir quel est le produit qui se trouve dedans. Le dernier exemple que je vous donne, c'est l'automatisation euh, d'un entrepôt, des robots autonomes. Donc c'est BMW qui a travaillé avec NVIDIA. euh,
pour développer des robots qui ont une capacité de coordination avancée. Donc là, l'idée, c'est que le robot, au-delà de prendre un produit, le déplacer jusqu'à un autre endroit, il est capable en fait de détecter des objets qui n'ont pas à être là, des personnes qui n'ont pas à être là, et de pouvoir prendre une décision de contrôle à la milliseconde pour éviter les accidents, et donc permettre dans un entrepôt d'éviter les accidents finalement, et tout en automatisant le déplacement des objets. Donc voilà un peu quelques exemples, robotique, inspection, contrôle, qualité, optimisation. Ah oui, j'en avais sélectionné un dernier qui est un peu éloigné, mais qui va vous parler, je pense, qui est dans le domaine de l'aide à la décision. En 2020, là, donc cet été, il y a Aeron Systems qui a annoncé que son intelligence artificielle avait battu un pilote de chasse F-16 en simulation, hein, bien sûr. Donc ils sont tous les deux allés dans un simulateur, et l'idée c'était, avec un scénario bien strict, des règles à respecter, de voir qui était capable de battre l'autre, et donc c'est l'intelligence artificielle qui a gagné. Globalement, c'est un problème complexe parce qu'il y a beaucoup de paramètres. Il y a de la stratégie qui est mélangée à de la tactique. Et donc, c'est des premières prémices à l'aide à la décision avancée, où l'intelligence artificielle pourrait résoudre des problèmes complexes et demanderait à un humain de valider les cas pour lesquels il n'est pas sûr, les cas qui sont rares ou qu'il n'a pas vu, ou aider l'humain dans des tâches où cognitivement l'humain est dépassé par l'ensemble des données qu'il doit gérer. Voilà un peu pour des exemples d'applications industrielles. Et maintenant, je vais passer sur des cas d'usage très concrets avec des retours d'expérience qu'on a eu à Neovision. Est-ce que tu as le temps entre les deux là, on a une question avec un commentaire associé de la part de Oui. Philippe qui dit aujourd'hui il y a une tendance à aller vers le edge computing et à cause de la consommation de cloud computing, éviter aussi de transférer des raw data mais des data pertinentes. Donc ça c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure. Ouais, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, ouais. Voilà. Actuellement, quelle est la demande des industriels, ou plutôt concevoir des systèmes autonomes sans remonter vers des serveurs distants, off? Et comment vois-tu, voilà, la question arrive là, comment voyez-vous le duo Edge et IA sur serveur? Alors, Là, on rentre vraiment dans le technique. ouais, bah, je vais répondre techniquement en vulgarisant au maximum pour que ce soit accessible pour tous, j'espère. En gros, je vois de plus en plus d'industriels. Alors, en 6 ans de Neovision, au début, les industriels voulaient absolument pas remonter leurs données. C'était niet, c'était non, c'est nos données, on va nous espionner. Voilà. Bien sûr. Ensuite, les gens ont compris que le cloud c'était important, qu'il fallait s'y mettre, et qu'il y avait des outils au moins de visualisation de BI et de monitoring qui pouvaient valoir le coup en utilisant Internet. Et les machines sont devenues de plus en plus connectées également avec l'IoT. C'est ça qui a, voilà. Et donc il y a eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, une ère où tout le monde remontait toutes les données dans le cloud, et c'était complètement absurde parce qu'on se retrouvait avec des terras de données qu'on ne savait pas traiter. Donc ça, c'était ma réponse un peu de tout à l'heure. Et ce que je vois maintenant, c'est que de plus en plus de cas d'usage, comme je l'ai dit, qui nécessitent une cadence élevée, ou alors avec un niveau de sensibilité important, sont faits en local, avec un traitement local. Et maintenant, je vois des choses qui sont hybrides entre les deux, c'est-à-dire un traitement qui est local, un traitement qui est dans le cloud, des données qui sont remontées dans le cloud pour faire l'apprentissage. Et quand on voit que on améliore les performances, et ben on déploie localement le traitement pour que la machine, localement, elle fasse le tri, par exemple, sur une chaîne de production. Et donc, dès qu'on a des données qui sortent de ce qu'on a l'habitude de voir, elles sont remontées dans un cloud ou dans un storage quelque part. C'est même pas forcément dans un cloud parfois. Pour certains industriels, ça va être sauvegardé sur un PC à côté pour pouvoir être analysé ensuite par Neovision ou par des équipes de data scientists en interne chez eux pour ensuite prendre la décision d'améliorer ou non les modèles à partir de ces nouvelles données. Donc, ce que je vois de plus en plus maintenant, c'est des systèmes hybrides où on a un déploiement qui est facilement réalisé soit dans le cloud, soit au plus proche dans les PC industriels. Ok. Voilà. Là récemment, pour donner un exemple, on a répondu à un énorme appel d'offres d'un gros industriel dans l'électronique, et il avait justement des cas d'usage qui étaient locaux et qui avec une forte cadence, et des usages plus globaux d'analyse, on va dire,
du jour au lendemain pour savoir qu'est-ce qu'on fait sur tel et tel batch de données ou de produits. Et les deux avaient des synergies en fait. Et donc je vois de plus en plus, je pense, pas des systèmes isolés, mais des systèmes connectés et hybrides. D'accord. Alors, il y avait une autre question ou... Non, non, je voulais juste, juste avant que tu attaques la dernière partie, rappeler que donc vous Ouais, pouvez poser vos questions dans le module Q&R et puis on pourra échanger à la fin s'il y a besoin. Et vous aurez aussi évidemment les coordonnées de Lucas pour ceux qui veulent rester en contact avec Lucas. Il y aura un petit questionnaire à la fin et si vous souhaitez être mis en relation avec Néovision, on le fera avec plaisir. Voilà, pardon pour ce petit parenthèse. merci beaucoup. Alors, retour d'expérience. Je vais vous parler maintenant de choses concrètes qu'on a fait à Novision. Donc tous les cas que je vous présente, c'est des cas avec des vrais industriels que je vais essayer de nommer au maximum et qui ont avec des vraies données, des vrais projets concrets. Voilà. Jusqu'à présent, c'était la théorie et tout ce que je peux vous transmettre en 6 ans d'intelligence artificielle à Novision et en ayant un de nos secteurs principaux qui est l'industrie. Maintenant, je vais vous montrer voilà, des exemples concrets. Donc, le contrôle qualité pour la société Michelin. Donc là, c'est un pneu d'avion. On ne reconnaît pas forcément, mais c'est un gros pneu d'avion pris en gros plan. On voit les sillons à droite, à gauche. Et au milieu, c'est un défaut. Voilà. Donc là, l'industriel est venu vers nous pour nous demander de développer une technologie de reconnaissance de dommages. Donc un pneu en fait d'avion, un avion quand il atterrit, le pneu il subit des dommages à l'atterrissage. Et il y a une vingtaine de dommages différents qui sont référencés aujourd'hui dans une défothèque chez Michelin. Chaque dommage a une gravité, une importance différente et doit être traité différemment avec une procédure différente. Et donc, et ils veulent aussi pouvoir sauvegarder et monitorer dans le temps où apparaissent les dommages et comment évoluent les dommages dans le temps. Et donc, ils ont développé une application mobile qui permet à l'opérateur sous le tarmac, sous l'avion de prendre sur le tarmac de prendre en photo le pneu. L'image est remontée dans un cloud. Elle est analysée par un algorithme de deep learning que je vous ai présenté tout à l'heure. Et notre algo ensuite retourne les dommages les plus probables ou le dommage le plus probable à l'opérateur avec la procédure ensuite qui est affichée dans l'application et les options de sauvegarde et de traitement qui sont associées. Donc nous, on a aidé l'industriel à gérer l'ensemble de sa base de données. Comment créer la base de données, quel est le protocole finalement d'acquisition, la qualité de données nécessaire, la quantité de données nécessaire. Donc on a géré tout ça avec lui. On l'a conseillé donc sur une mission tout ce qui est conseil qu'on fait pendant nos projets. On a également choisi les derniers algorithmes et testé et évalué les derniers algorithmes de traitement d'image par deep learning pour faire ce cas d'usage-là et optimiser les algos aux données qu'on avait et aux problèmes qu'on avait. Parce qu'il y a tout un pipeline de traitement algorithmique qui est réalisé pour pouvoir traiter l'ensemble des différents dommages. Et aujourd'hui, on a une technologie qui est évolutive, c'est-à-dire que quand on a des nouveaux dommages ou plus de données qui apparaissent pour certains dommages rares, les données sont remontées, sont qualifiées, et ensuite on a un nouveau déploiement qui est réalisé pour traiter et reconnaître plus de dommages ou avec des meilleures performances. Il y a déjà des questions? Je vois que ça clignote un peu, mais... Non, 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 c'était pour préciser ce que c'était l'edge computing, mais du coup, je voulais te Ah, laisser Edge finir. Computing, c'est Mais j'ai le... répondu par écrit, du coup, mais vas-y, Bah, fais ta réponse l'edge computing. super. Ce sera plus complet que moi. Ouais, rapidement, l'Edge Computing, j'ai pas vu ta réponse, mais je pense elle est très bien. Mais en On gros, verra. c'est tout ce qui est traitement local de la donnée. Et en fait, en fonction des personnes, en fonction des entreprises, le Edge, c'est pas forcément la même chose, mais il faut le voir comme étant un calcul qui est fait sur une machine qui n'est pas loin de là où les données sont générées. C'est-à-dire qu'on parle de Edge Computing avec un PC industriel, c'est du Edge Computing. Si vous avez un microprocesseur qui va traiter la donnée du traitement du capteur et remonter pas le signal, mais que l'information, ça c'est du edge computing également, mais c'est pas pour les mêmes personnes. Voilà. Et dès qu'on remonte l'ensemble des données via Internet, on sort du domaine du edge. Mais voilà. Merci. Le deuxième cas d'usage concret dont je voulais vous parler, c'était la reconnaissance de produits. Donc là, c'est pour Schneider Electric, des tableaux électriques qu'on veut maintenir en fait.
Et la difficulté, c'est qu'ils en ont beaucoup, 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 des milliers. Et les opérateurs de maintenance, ils ont un énorme catalogue avec plein de produits. Donc l'idée, c'est là, avec de la réalité augmentée, vous venez, vous prenez en vidéo la scène, ça reconnaît tous les produits Schneider qui sont là. Quand ça a besoin d'informations, ça vous demande de vous vous rapprochez, ça vient lire les différents caractères qui se trouvent dessus, les différents logos. Donc là, on reconnaît que c'est un Schneider et on reconnaît la marque qui a été retrouvée par l'analyse OCR, donc Optical Character Recognition, la lecture en gros. Voilà. Et maintenant, on vient aussi détecter la configuration du panneau, savoir comment est configuré les différents leviers ou boutons ou autres qui peuvent se trouver sur le produit. La traçabilité des produits, on a un exemple très concret avec le Centre technique du cuir à Lyon, qui développe un système de gravure sur peau de bête, sur le cuir, au laser. Et on a un système optique qui vient, enfin à côté il y a un système optique et un éclairage, et nous avec des algorithmes, on vient analyser les images et lire les caractères. Donc là vous voyez, on lit les différents caractères, on arrive à lire le 4 ici malgré qu'il soit assez déformé par la déformation du cuir et par la rayure qui se trouve ici. Et donc là, on a aidé l'industriel, enfin le regroupement d'industriels, puisque le centre technique représente plus de 200 industriels, il me semble, dans le domaine du cuir, à innover, à tester, à générer la base de données, à augmenter la base de données avec la génération de données dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les visages. Typiquement, c'est des genres de choses qui permettent d'améliorer les jeux de données, d'avoir plus de données dans des cas qu'on n'aurait pas forcément pu. Enfin, la génération de données permet d'avoir des données qu'on n'aurait pas forcément pu générer là. On ne peut pas avoir des millions de pots gravés avec tous les cas d'erreurs et de pliures possibles. Et donc, avec de l'augmentation de données, on arrive à traiter ce genre de cas. Alors, en optimisation de production, on a travaillé avec Becton Dickinson à Pont-de-Clay sur leur chaîne de production. Donc là, ils avaient un prototype numérique qui numérisait l'ensemble des paramètres de la chaîne de production, des centaines de paramètres pour pour créer des seringues en verre. Donc là, on part d'un tube à la base et on vient chauffer le tube, lui apporter certaines frictions, tensions, le faire tourner très vite pour lui donner certaines formes. Et donc l'objectif, c'était de contrôler la qualité des tubes grâce à de l'inspection visuelle et également trouver quels sont les meilleurs paramètres de la chaîne de production pour optimiser soit la qualité, soit le rendement de la chaîne. Donc là, on a fait tout un travail avec des équipes chez eux d'analyse des données, de compréhension des données, d'analyse de corrélation amont-aval. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas parce qu'il y a un problème en fin de chaîne que l'origine de la cause n'est pas forcément peut se trouver bien avant. Voilà, et des outils de visualisation de ces données-là pour pouvoir comprendre les données et formaliser les données, parce que les process ne sont pas forcément tous formalisés dans l'industrie. Et là, c'était le cas d'opérateurs qui avaient plusieurs années, qui partaient bientôt à la retraite, qui ne savaient pas bien expliquer comment configurer les chaînes. Donc là, nos outils ont permis de voir un peu les recettes de ces opérateurs et d'en choisir une qui soit bien représentative de la recette nominale, on va dire, et ensuite de confronter ces différentes recettes les unes aux autres et de dire, bah, ok, il y a plusieurs recettes, pourquoi, laquelle on garde, lesquelles on garde, lesquelles on jette. Formalisation de process pas mal et optimisation du coup de la production. Autre exemple avec GE, c'est un exemple d'exploration de données avec beaucoup de paramètres. Donc là, on parle en fait de problèmes qui sont généralement très mal adressés par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des données. Vous voyez votre fichier Excel, vous vous dites, bah, pour qu'on puisse faire de l'IA, il faut quelques colonnes et des millions et beaucoup de lignes. Bah là, c'est l'inverse, c'est un exemple où on a beaucoup de colonnes et très peu de lignes. Donc, c'est-à-dire beaucoup de paramètres pour, modéliser une turbine, mais peu d'exemples de notre problème. Là, en l'occurrence, c'était de la simulation. C'est simuler une turbine avant de la produire pour vérifier qu'elle atteint bien certaines performances. Donc, c'est des métriques de performance qui sont liées aux turbines hydrauliques, hein. C'est très spécifique. Ça peut être la quantité d'eau qui va passer, mais d'autres aussi paramètres qui ont un lien sur la qualité et sur le rendement, en fait, généralement, de la turbine. C'est le rendement qu'on veut maximiser, sans pour autant que la turbine casse au bout d'un moment, quoi, globalement. Et donc,
là, utiliser de l'intelligence artificielle pour faire de la classification, de la détection ou le genre de tâches qu'on fait habituellement n'a pas trop de sens, mais par contre l'IA peut aider aujourd'hui à la visualisation et à l'exploration de données. Et donc nous, on a un outil à Novision qu'on propose pour les industriels qui permet, vous voyez ici, de visualiser selon les 2 critères de performance donnés, les différents jeux de données de l'industriel et dire ces données-là semblent être similaires, ces données-là semblent être similaires, celle-là similaire et celle-là similaire, parce qu'on a visualisé, on a réussi à les séparer en fait dans la visualisation. Et ensuite, ça permet à l'opérateur, à l'industriel de cliquer sur les données, de voir les paramètres physiques associés et de détecter certaines anomalies potentiellement et de faire des regroupements de données en fonction de cette visualisation-là, qui n'aurait pas du tout été possible. Si vous imaginez, là, il y avait des centaines de paramètres et des centaines de paramètres et des centaines de données à visualiser. Là, on arrive à visualiser l'ensemble de ces données-là, cet énorme fichier Excel qui est impossible à visualiser par un humain. On le visualise dans un graphe et on arrive à savoir que les données qu'on préfère sont ici, elles sont en bleu et on peut les explorer pour visualiser et les comprendre. Donc des outils qui permettent souvent aux bureaux d'études, aux bureaux de conception d'explorer leurs données, de comprendre leurs données, là où des plans d'expérience voient vraiment leurs limites aujourd'hui. Les plans d'expérience, c'est bien quand on a 4-5 paramètres, mais quand on a des centaines de paramètres, c'est plus possible. Et là, on se retrouve généralement dans des cas où les opérateurs vont à la main essayer des choses un peu empiriques, prendre beaucoup de temps à explorer les données. Là, pour vous donner une métrique, on est passé de plusieurs heures pour analyser les données d'une turbine à quelques minutes pour GE. Donc ça fait gagner beaucoup de temps. La prédiction des stocks, c'est un exemple que j'aime bien. Là, c'était dans le domaine du e-commerce, prédire les stocks futurs à partir, les ventes futures à partir des ventes passées, mais des données aussi externes comme les températures sur la France, les précipitations, les vacances, les soldes, etc. Les tendances également de recherche sur Internet avec les Google Trends. Et en fait, là, on allait prédire les ventes sur les 15 prochains jours, ce qui permet après d'avoir un stock qui soit adapté. Pas de surstock et pas de sous-stock. Je sais par exemple que la société, et là c'était pour la société Birkenstock, un vendeur de chaussures e-commerce, mais c'est des choses qu'on adapte très bien dans le domaine de l'industrie. Et j'ai beaucoup d'industriels qui me demandent de pouvoir prédire les ventes, notamment, savoir quand est-ce qu'ils vont avoir des commandes clients pour pouvoir anticiper, adapter leur production. La sécurité des personnes, c'est aussi un domaine vachement important dans l'industrie. Donc nous, on a travaillé sur le comptage de personnes sur des caméras. Là, vous voyez, on ne peut pas discerner les personnes. C'est des petites caméras d'une société qui s'appelle INRED de la région, qui sont très bien. Et on peut pas identifier les personnes, mais pour autant, on peut compter les personnes. Et donc, ça veut dire que s'il y a une zone où on veut que les gens ne passent pas entre telle et telle heure, par exemple, ou à tel et tel moment, on peut utiliser ce type de caméra, détecter qu'il y a une personne et pas forcément un objet, et lever une alerte ou arrêter le système industriel si jamais il y a un problème. Donc là, les cas d'usage qu'on a adressés, il y en a beaucoup. On a fait du comptage, de la zone d'exclusion, de la détection d'activité, savoir si les gens sont assis, debout, couchés, la détection de problèmes, savoir si une personne tombe par exemple, pour des industriels assez divers et variés comme Schneider et d'autres. Voilà. Ensuite, dans le domaine... Il y a des questions déjà, Emmanuel ou... Non, justement, il n'y a pas de questions. Okay. Ah si, ça y est, il y en a une qui vient d'arriver, pile au moment où tu posais la t'as vu, question. j'ai eu le... Je savais, ça arrivait petit plus vite feeling. chez toi que chez moi. Avez-vous compris une tendance ou besoin spécifique chez vos clients dans le cas de développement pour l'IoT ou système autonome, de composants plus performants dans le calcul des réseaux de neurones? Ah, la question est super longue. Besoin de beaucoup de mémoire avec des technos intégrés et en même temps de la consommation énergétique réduite, besoin en autonomie. Tu peux la relire, hein, je crois que si tu veux la question, Lucas, si ça ne te Ouais, rappelle pas du début. j'ai pas les questions sous les yeux là, mais en gros, je vais la reformuler. Tu me dis si tu as compris la même chose. Est-ce que je vois des besoins Ou tendance, ouais, tendance sur sur l'IoT. l'utilisation de l'IoT Ouais, avec des contraintes fortes en termes de calcul, mémoire, c'est ça. voilà. Ouais, c'est ça, Ok. exactement. En gros, je le vois pas dans le domaine industriel parce que je pense que l'énergie, c'est une vraie question hein, pour l'industrie, mais les machines
la quantité d'énergie qu'elle consomme est vraiment monstrueuse par rapport aux capteurs qui se trouvent autour, qui sont utilisés. Et donc on n'est pas sur de l'optimisation de ces, sur l'optimisation IoT, en tout cas pour le domaine industriel. Par contre, c'est compliqué de tirer des câbles partout et c'est vachement pratique d'avoir un capteur qui marche sur pile pendant plusieurs années et qu'on n'ait pas besoin de brancher. Et donc, l'IoT se développe beaucoup sur justement ces nouvelles puces qui embarquent, enfin qui permettent d'accélérer les traitements de réseaux de neurones profonds en embarqué pour justement que on n'ait pas besoin de brancher sur prise l'ensemble de ces objets-là. Donc imaginez un petit objet qui capte le son ou la vibration, vous le collez de manière, enfin il est aimantable, vous le collez sur votre machine, il remonte les données directement sur votre réseau via Wi-Fi ou par un autre protocole. C'est quand même beaucoup plus pratique que de devoir tirer des câbles de partout et de vérifier la sécurité, de revalider le tout. Enfin voilà. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que je vois développer les outils, la miniaturisation de l'IA dans l'IoT pour l'industrie. Après, des domaines industriels comme le smart building par exemple, ne pas tirer des câbles partout pour quand on met des caméras et qu'on veut observer l'ensemble des pièces avec des capteurs infrarouges par exemple, c'est un indispensable pour que la technologie se déploie. Donc là, on est vraiment dans l'optimisation de coûts de calcul et de mémoire. Pour ces cas d'usage-là que vous voyez là, on avait fait un traitement à 60 fps sur un FPGA qui était une simulation d'une puce de ST Microelectronics. Euh, Ça a un gros intérêt d'optimiser la mémoire et le calcul. Si demain on veut que le tout tourne sur un STM32 de ST et qu'on n'ait pas besoin de tirer un câble et qu'on ait juste la pile pour pouvoir faire les traitements algorithmiques. En optimisation d'empaquetage, on a travaillé avec la société O-Garden, qui est une société de e-commerce à la base et qui a un entrepôt logistique et qui envoie à ses clients les commandes faites sur Internet. Et donc, ce qu'ils voulaient, c'était pour ces opérateurs les aider à mieux empaqueter les colis, qui est le moins de colis possible envoyés, et ensuite optimiser les camions, le remplissage des camions, savoir comment sont remplis les camions avec les différents colis, et optimiser tout ça. Il avait certains opérateurs qui jouaient le jeu et essayaient d'optimiser, d'autres qui s'en foutaient un peu, qui n'essayaient pas d'optimiser le remplissage. Et donc, avec notre algorithme, on a fait une visualisation 3D comme ça, et ça a permis aux opérateurs, c'était sous forme de jeu, on disait que l'IA avait trouvé une solution en 2 colis, 2 paquets, ces deux-là, et l'opérateur devait le trouver ensuite. Ça a permis de gamifier un peu le poste et de former aussi des opérateurs. Et ensuite, l'optimisation des camions, maintenant, ça a permis d'optimiser, de réduire un camion sur 3 utilisé par la société dans sa logistique. Donc, ça a un impact assez important. L'optimisation des tournées, on a aussi aidé un opérateur assez traditionnel du transport scolaire, à optimiser ses tournées. Donc là, on veut acheminer les différents, là c'était les enfants aux différents points, et on a des personnes qui se trouvent, des conducteurs et des entrepôts qui se trouvent à certains endroits, et donc c'est comment affecter le conducteur à la meilleure tournée pour minimiser finalement le transport à vide. Et donc là, il y a des algorithmes d'intelligence artificielle qui calculent ça avec toutes les contraintes et qui proposent ensuite aux managers les optimisations. Voilà, tu devrais optimiser de telle et telle manière. Et en fait, en utilisant notre algorithme et notre plateforme, là, la PME, elle a réussi à économiser 500 000 km par an après 6 mois d'utilisation. Et 1 km, c'est 1 euro, donc c'est beaucoup, beaucoup d'économies pour elle. Un ROI qui a été atteint très rapidement en quelques mois. Et, et honnêtement, ça a eu un impact assez fort chez eux parce que bah, déjà le PDG maintenant il innove tous les ans avec nous, il lance un nouveau sujet d'intelligence artificielle, que ce soit le comptage, l'optimisation des tailles de bus, globalement l'optimisation de sa société. Et, euh, et derrière, il a une croissance forte, il est plus une PME maintenant, c'est passé dans le statut des ETI. Croissance forte avec acquisition externe, et quand il acquiert une nouvelle société, il applique sur la nouvelle société l'algorithme d'optimisation pour voir tout de suite ce qui peut changer, optimiser et rendre une société qui n'était pas forcément viable, qui économisait peut-être sur la peinture pour répondre aux appels d'offres avec des prix tirés vers le bas, qui rend viable grâce à l'optimisation. Ça tombe bien, hein. Donc on voit on peut optimiser son entreprise. Mais du coup, il y a une question justement sur les coûts acceptables pour les industriels. Donc
voilà, notamment les capteurs, les process, les serveurs, le développement, voilà, c'est quoi le coût le coût, alors peut-être ça va me dire ça dépend, Ça mais dépend, je ouais. sens arriver. Mais Ça du dépend coup, beaucoup et ça dépend ce que vous avez tu déjà peux en donner place. En fait, quelques éléments, voilà, peut-être. si vous avez si vous avez, ça dépend les installations qui sont déjà en place. Donc, il faut déjà compter les installations de. Quand on veut observer une chaîne de production, par exemple avec une caméra, il faut installer une caméra, il faut installer des éclairages. Il y a peut-être un peu de mécanique à faire également. Et ensuite, si vous avez besoin d'automatiser l'automate derrière, il faut aussi faut prendre en compte aussi ces coûts-là. Mmh. Ensuite, il y a des coûts de développement et de création de la base de données qu'il faut Mmh. prendre en compte. Donc des temps des opérateurs, plusieurs heures, plusieurs jours pour qualifier des bases de données, souvent plusieurs jours, plus des jours que des heures. Donc des experts qui ont souvent d'autres choses à faire, donc il faut leur libérer du temps également. Donc ça, c'est des coûts qui sont un peu cachés dont il faut tenir compte. Et ensuite, les serveurs, ça, c'est des coûts qui sont assez marginaux, on va dire, par rapport aux coûts machines, même si il faut quand même compter des coûts de stockage, des coûts de... Il faut compter quelques milliers d'euros quand même, parfois par mois pour les systèmes les plus complexes quand on veut stocker beaucoup de données. Et après, pour les coûts de calcul, ça va dépendre complètement de la solution. Il va y avoir des solutions qui vont être très peu gourmandes en calcul, d'autres qui vont être beaucoup plus gourmandes. Mmh. Ça peut aller de quelques dizaines d'euros par mois à quelques milliers, voire plus. Mais généralement, les plus complexes, on a plusieurs milliers d'euros de calcul par mois, quoi. OK. Mais vraiment sur les plus complexes. Ouais. Il y a un participant qui veut savoir si tu pouvais donner le nom de la société de transport dont Ah tu oui, bien parles. sûr, la société de transport, c'est Transarc. Merci. Voilà, Du avec coup, je ne sais pas plaisir. si tu avais encore d'autres exemples, parce que là, il va Ouais, falloir ouais, j'ai qu'on encore se un ou deux rapproche, exemples et ça finira qu'on ma s'approche là. présentation. Ouais. Il nous reste combien de temps là? Il est 50? Ouais, Ouais, il nous reste 3 minutes, parce que Ok. voilà, faudrait vraiment finir à l'heure. Eh bah, écoute, c'était mon dernier exemple. Nickel. Eh ben, parfait. On est bien synchro. Vas-y. Croire que j'ai préparé quelque chose un peu. Non, mais Euh, vas-y. donc moi, ce que je vois euh, pour demain, ça va être mon ouverture, c'est le développement un peu de ces 6 axes dans l'industrie. Il y a la biométrie qui va énormément se développer. Moi, j'ai eu des industriels qui m'ont appelé, qui m'ont dit les gens dans mon usine tous les matins, ils pointent, ça va plus, ça fait des bouchons, il faut que les gens ils marchent, ils n'aient pas à s'arrêter et que ça compte automatiquement les personnes. Donc il va y avoir de plus en plus de systèmes qui vont utiliser le visage pour identifier que la personne a bien le droit de passer, que la personne est bien là, gérer les temps automatiquement. Voilà. Et la biométrie, on l'a déjà dans notre smartphone, on déverrouille déjà notre smartphone avec notre visage. Les usages vont être acceptés par le grand public et donc ça va se répandre dans l'industrie. Les robots, je vous ai montré des exemples de robots autonomes, mais les robots vont être de plus en plus complexes. On en est qu'à l'âge de pierre en robotique, vraiment. Mais vont de plus en plus complexes. Ils vont gérer des situations dangereuses et des situations où l'humain n'a pas à être. Et donc, il y aura de plus en plus de robots et d'interactions avec des robots. Il y a la cobotim aussi qui se développe pas mal. Donc, ça peut porter que le robot aide l'humain à réaliser sa tâche. Ça peut être un squelette externe ou alors ce genre de choses. Mais voilà, les robots vont de plus en plus se développer. Il y a tout ce qui est réalité augmentée. Je vous ai donné quelques exemples, mais l'intelligence artificielle va beaucoup se développer là-dessus également. Enfin, l'intelligence artificielle va beaucoup développer la réalité augmentée parce que il faut interpréter l'environnement, savoir les objets qui se trouvent autour. Je vous ai montré des exemples de produits, de projets qu'on fait à Novision autour de la reconnaissance de produits. Euh, ça va beaucoup se développer, je sens, dans les années à venir, pour la formation en industrie, mais également pour augmenter l'opérateur et lui faire des tâches où cognitivement, il ne peut pas avoir toutes les informations dans la tête. Les usines, il y a différents niveaux de maturité. Je vois je vois certains clients qui sont très très peu matures. On a encore au mail et au fichier Excel, et d'autres qui sont très très matures, qui ont déjà des data lakes, des données centralisées, des premières photos, des premières bases de données de photos, de vibrations et autres. Mais globalement, l'industrie, je vois, est en train de prendre le virage du big data avec de plus en plus de données qui sont stockées, de plus en plus voilà, des projets des industriels qui se mettent à créer des data lakes, à créer des jeux de données, à créer voilà, et à se poser la question de comment gérer ces données correctement, la qualité des données dans le temps, leur évolution, etc. Donc c'est une très bonne chose. Ça fait partie des points, des freins aujourd'hui à l'intelligence artificielle en industrie, mais c'est en train d'avancer. Pour moi, il y a aussi tout ce qui est optimisation de l'énergie.
qui est un vaste sujet dans l'industrie et pour lesquels l'IA va apporter beaucoup de solutions, je pense. Un exemple, c'est Google qui a optimisé ses data le refroidissement de ses data centers de 20%, entre 10 et 20%, je crois, grâce à l'intelligence artificielle. Donc en gros, 10 à 20% de rendement en plus grâce à de l'optimisation. Voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent être simples. Sur la demande response aussi, j'ai des industriels qui réduisent la température de leur salle froide quand l'énergie n'est pas chère et la laissent remonter quand l'énergie est chère. Voilà, avec ce type de solution, on peut aussi aller chercher des optimisations. Et je vois, c'est enfin, le fait que les entrepôts et les industries vont devenir de plus en plus autonomes, avec des robots qui vont faire des tâches de plus en plus complexes, interagir avec les humains autour d'eux, et donc pouvoir localiser, tracer les objets. Là, vous voyez, il y a les différents paquets qui sont identifiés. Il y a de moins en moins d'objets perdus et d'objets non tracés dans les entrepôts, parce que ça, c'est monnaie courante d'avoir un industriel qui a perdu un objet ou alors qu'une delivery, une livraison client prenne du retard parce qu'un colis à un moment est resté 2 jours à un endroit où il n'aurait pas dû rester. Donc avec des caméras, avec des capteurs, on va pouvoir comprendre où sont les objets dans l'usine, savoir si c'est normal qu'ils soient là ou pas, et donc optimiser au maximum la productivité et le rendement de l'usine. Et voilà, si vous avez encore des questions. Ouais, en effet, c'est plein de sujets, j'imagine, en ce moment, entre les problèmes, enfin, entre les périodes de confinement, les problèmes liés au Covid, etc., de distanciation, etc. Je pense que ça peut être aussi des applications qui peuvent se développer. Alors, on a vraiment une dernière question, mais il faudrait une Allez. réponse courte. C'est dans votre process de développement, utilisez-vous des outils à vous, des standards comme TensorFlow, Theano, Keras? Alors oui, on utilise toutes les librairies open source, on fait une veille constante des dernières librairies open source pour être vraiment bien à jour. On utilise TensorFlow, Keras et d'autres. Je ne vais pas vous faire la liste, elle est très très longue. Mais globalement, il y a des outils qui permettent de développer rapidement, de faire des preuves de concept aussi très vite pour nos clients et de déployer aussi les solutions de manière robuste, fiable pour nos clients. Et donc ça, il y a beaucoup de briques. Aujourd'hui, le domaine de l'open source s'est beaucoup développé depuis 10 ans, donc on en profite et on essaie d'utiliser au maximum les outils existants. Et à côté de ça, ben, parfois, on voit des choses qui sont rébarbatives et pour lesquelles il n'y a pas d'outils. Donc NeoVision dispose aussi de pas mal de toolbox et d'outils qu'on développe en interne qui nous permettent d'être très rapides. Je vous ai montré l'outil de visualisation, par exemple, de données. C'est un outil propriétaire NeoVision, typiquement, qui permet de visualiser des grandes quantités de données industrielles rapidement et d'avoir très vite des analyses de causes, de racines, de détecter des anomalies avec des outils qui nous sont propres. Voilà. Et à côté de ça, derrière, en se basant sur l'ensemble de ces outils-là, on va essayer de développer le plus rapidement possible et le plus efficacement possible pour nos clients des outils qui vont être généralement propriétaires et sur mesure pour eux. Ok, merci. Juste un petit mot avant de conclure. Je vais vous lancer un petit sondage là. En fait, ça vous permet notamment d'être contacté par NeoVision, par Digital League ou par l'Udimec si vous souhaitez poursuivre les échanges en direct. Voilà, je l'ai lancé. Vous avez qu'à répondre à ces. Il y a 3 questions, hein, ça va très vite. Et je ne sais pas si tu avais encore un petit mot de conclusion, du coup, Lucas, pendant que le sondage est Oui, lancé. alors déjà, conclure pour compléter sur les contacts, n'hésitez pas à prendre mes contacts ici. Vous avez mon mail et mon numéro. Vous avez aussi sur les réseaux sociaux Néovision qui est très actif, qui Je poste confirme. du contenu, ouais, du contenu Intéressant. original, Oui. intéressant. On essaye, hein, merci. Bien ce que En fait ton collaboration. festival de street art aussi, c'était bien. Voilà, vous êtes dans Oui, tous les domaines, pas que le dans Street Art l'industrie. Festival, si vous aimez bien le street art, c'est pas du tout l'objet de ce webinaire, mais vous découvrirez une petite pépite sur notre site web. Voilà. Et à côté de ça, voilà, on essaie de démystifier un peu l'intelligence artificielle, donner un peu les dernières avancées également. Donc, si vous voulez rester connecté, si le sujet vous a intéressé, vous trouverez beaucoup de sujets, notamment dans l'industrie, sur les réseaux sociaux. Et puis, voilà, moi, je suis très content d'avoir fait ce webinaire avec vous, avec l'Udimec également, que je découvre pour la première fois. Ah, Et ravi de cette collaboration aussi. Je précise juste, donc il y aura un replay hein, du webinaire pour ceux qui auraient envie de le revoir ou de le montrer à leurs amis. Ou, voilà. Donc, dans quelques jours, on vous enverra un lien avec la vidéo du webinaire et donc la présentation hein, et tous les cas d'usage que Lucas a présentés.
Voilà, moi je voulais remercier aussi l'UDIMEC et notamment Elnou Henry, hein, qui nous a accompagnés dans l'organisation et dans ce webinaire. Et puis vous rappelez que donc, si le sujet vous intéresse, on a aussi 2 autres webinaires hein, déjà en replay, un plus dédié aux éditeurs de logiciels et un plus dédié au domaine de la santé. Et ceux-là, ils sont aussi déjà en ligne. Donc voilà, nous on aura aussi encore pas mal d'infos sur l'IA sur le site de Digital League. Voilà, un petit Et il y aura dernier un mot, petit, voilà. il y a un petit questionnaire aussi de satisfaction qui va Oui, passer oui, ou... absolument. Ben là, Ok. on le voit déjà en ligne. Déjà, il y en a on a 40% de gens qui ont voté. On est déjà à 60. Bon, allez, un peu Ouais, plus. non, mais on a déjà presque 80% de c'était bien ou c'était top. Donc, Ah, voilà. parce que moi, je suis frustré là, je peux pas voter, c'était top, tu vois. L'animateur ne peut pas Non, voter. bah non, faut pas exagérer. Moi non plus, je Non, mais en vote pas. vrai, si vous avez aussi des retours Oui, absolument. sur le webinar, n'hésitez surtout pas. Moi, je suis très friand des retours un peu qualitatifs, donc si vous, pour améliorer les choses, on est toujours dans l'amélioration continue, bien sûr. Et ensuite, s'il y a des sujets que vous voulez voir abordés, en particulier, n'hésitez pas à les remonter à Emmanuel et à Audrey et à moi-même. Nous, on est à l'écoute vraiment de vos retours pour vraiment faire des sujets qui vous correspondent. Voilà, donc on vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. On ne sait pas encore sur quel sujet, mais il y aura sûrement d'autres webinariats avec Digital Link. Et puis, je voulais remercier du coup Audrey Lecomte, hein, ma collègue qui s'est chargée de la gestion du chat et des questions. Donc, merci à elle pour son accompagnement, même s'il était caché. Et puis, je vous souhaite à tous Merci un Audrey, bon merci Emmanuel aussi. appétit. Et puis, merci. Et puis, à bientôt. Et voilà, je vais fermer et je vais fermer cette session. Et Salut, merci merci à beaucoup. tous. Au Merci, au revoir. revoir.